Bonsoir à tous. Merci de nous rejoindre ce soir en direct sur Canal Algérie pour le rendez-vous économique de la semaine. Alors, c'est un sujet qui captive encore l'actualité, vous le savez, le génocide à Gaza. C'est une véritable tragédie humaine où l'entité sioniste a obtenu le permis de tuer de milliers de Palestiniens. Ce soir, nous avons choisi de vous parler de ce que cache véritablement ce conflit. Alors, il s'agit bien sûr d'un conflit qui agit comme un catalyseur majeur dans le redéploiement des forces géopolitiques. Il y a d'une part la montée en puissance de la Chine et de la Russie, deux acteurs qui réaffirment jusqu'au jour d'aujourd'hui leur influence sur l'échiquier mondial, et puis de l'autre, les Occidentaux qui cherchent à défendre leur positionnement stratégique dans ce nouvel équilibre de pouvoir. Mais il y a aussi les répercussions économiques, et c'est ce qui nous intéresse ce soir. Ce sont des répercussions directes sur l'économie mondiale et les ressources énergétiques, avec de nouveaux gisements découverts en Méditerranée orientale. Le trafic commercial subit lui aussi un bouleversement majeur, avec des implications importantes pour l'ambitieuse Belt and Road Initiative, ou ce qu'on appelle communément la route de la soie, qui constitue le fer de lance de l'expansion économique de Chine. Bonsoir à tous. Pour en parler encore une fois ce soir, je reçois mes invités autour de cette table. Je commence par ma gauche, Mourad Preur. Vous êtes expert international en énergie. Vous êtes notre invité ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mahmoud Kaoubi également avec nous sur ce plateau, analyste politique et économique. Et puis, bonsoir à vous, Monsieur Kaoubi. Bonsoir. Et puis, sans oublier notre consultant spécialiste en questions économiques, Mohamed Achir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté également notre invitation ce soir. Alors, messieurs, nous allons débattre pendant presque une heure sur cette question économique importante. Et pour commencer, vous me permettrez de parler d'abord, et pour installer ce débat, j'aimerais avoir d'abord votre avis sur ce qui se passe en ce moment au Proche-Orient. C'est une tragédie, la bande de Gaza. On le voit tous les jours sur ces images terribles qui nous parviennent à travers des médias ou les réseaux sociaux en particulier. Gaza qui est le théâtre de plusieurs agressions de l'armée sioniste depuis ces dernières années, mais cette fois, c'est une agression particulière. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre sentiment par rapport à cette énième agression qui suscite beaucoup de réactions et beaucoup de tensions, Monsieur Preur? أولاً الله يرحم الشهداء اللي طاحوا في غزة الله يرحمهم. ربي يرحمهم. Nous sommes attristés, nous portons le deuil de nos sœurs, de nos frères à Gaza. C'est sur le plan géopolitique, c'est une crise majeure comme peut-être n'a jamais connu le Proche-Orient. Pourquoi selon vous? Si et je prends, je me réfère à la crise de 91 irakienne, etc. Et celle-ci est toute particulière parce que en fait le centre de gravité de la crise est une position avancée de l'Occident qui était censée sécuriser le Moyen-Orient pétrolier et gazier. Et en fait, elle survient après. Il n'y a jamais de concomitance, il n'y a pas de hasard. Quand l'Agence internationale de l'énergie, après qu'on eut considéré que l'électromobilité, les voitures électriques, etc., l'hydrogène et toutes ces sources que je considère exotiques allaient éliminer le pétrole et le gaz. En fait, l'Agence internationale de l'énergie affirme, je l'ai toujours dit, elle affirme que la demande pétrolière ne cessera pas d'augmenter. De toute façon, 80% de la demande est tirée par les émergents, qui partent de très bas. D'accord. 781 Américains sur 1000 ont une automobile, 500 Européens sur 1000, une cinquantaine de Chinois sur 1000 et une vingtaine d'Indiens sur 1000 ont une automobile. Donc la demande est incompressible. Donc l'enjeu reste toujours autour des ressources énergétiques. C'est-à-dire qu'il y a une concomitance entre cette crise,
Maintenant, il y a une réalité qui était rentrée un peu dans on va dire qui s'est banalisée, à savoir que le peuple palestinien était dépossédé kilomètre carré par kilomètre carré de sa patrie dans le silence général. C'est-à-dire qu'on a normalisé un peu la chose. On a normalisé la mort tous les jours des Palestiniens mouraient et en fait il y a eu une réaction. En fait c'est le propre des évolutions chaotiques, des effets papillons. Un battement d'aile de papillon au Texas provoque un ouragan en Colombie, la fameuse expression. En fait, il y a eu un effet papillon, ce que les stratèges appellent aussi un signe noir, un événement hautement improbable et dont les effets sont incommensurables. À savoir que le Hamas, la résistance palestinienne, s'organise de manière extrêmement moderne, avec des tunnels, avec un armement, etc., et mène une action qui dévoile en fait les vulnérabilités de ce monstre qui était l'entité sioniste sur le plan militaire. Et donc cette impulsion initiale a provoqué un enchaînement chaotique. Et je pense que dans cet enchaînement chaotique, la résistance palestinienne est dans la proaction, d'accord ? Ils anticipent et ils agissent. Ça veut dire qu'ils ont un temps d'avance, ils ont un plan B, un plan C, et l'entité sioniste est dans la réaction. Très bien. Et y compris en se rendant coupable de crimes de guerre monstrueux. Très bien. L'organisation, donc la Palestine procède différemment, c'est-à-dire que la résistance palestinienne se modernise, ce qui a donné cette réaction peut-être particulière cette fois de la part de l'entité sioniste et cette réaction très violente. Monsieur Kaoubi, vous avez observé avec nous ce qui se passe en ce moment à Gaza, et cette violente, c'est carrément un génocide. On ne parle pas de guerre ou carrément d'agression, c'est un génocide, car là, le bilan de mort est extrêmement important. Votre avis sur la question, pourquoi cette réaction et pourquoi cette exacerbation au niveau géopolitique par rapport à ce conflit en particulier? Oui, la réaction peut s'expliquer par rapport à deux facteurs. Un, qui a trait à la réaction à des problèmes internes, à des considérations internes de l'entité sioniste. Donc, une situation très fragile du gouvernement actuel et qui était acculée par rapport à des ambitions expansionnistes qui n'arrivaient pas à accompagner et à matérialiser sur le terrain. Avec une opposition qui s'affirmait de plus en plus et qui contestait donc la justesse de ces solutions à des problèmes aussi bien politiques qu'économiques. Et puis, l'élément le plus important, c'est le facteur géopolitique, donc c'est le facteur extérieur, et qui réside dans le contexte actuel que connaît le monde. Le monde connaît une période de recomposition. L'Occident est acculé, sa situation économique est fragile, contrairement aux autres épisodes du conflit, parce que le conflit n'est pas nouveau, la guerre n'est pas nouvelle. Et donc, un Occident qui est fragile économiquement et qui se reconstitue ses cartes par rapport à un autre pôle émergent mené par la Chine. C'est la montée en puissance d'un autre ce qui explique tout le soutien des États-Unis et de l'Occident, soutien militaire, soutien économique, mais aussi soutien médiatique, surtout en légitimant la guerre et en légitimant une doctrine qui a été jusque-là cachée et qui est révélée, qui est basée sur l'apartheid tout simplement, et qui ne respecte aucun droit, ni humain, ni le droit de la guerre, ni les principes élémentaires que l'Occident nous a habitués à de défendre et qui lui permettait d'intervenir en Irak, il faut le rappeler,
en Libye, il faut le rappeler aussi, et en Syrie récemment. C'est-à-dire que nous avons déjà eu des exemples précédents. Bien sûr, vous parliez à l'instant de l'invasion de l'Irak qui a été donc accomplie ou perpétrée, si j'ose dire, sans aucune raison. Légitimée au nom de la défense de la démocratie. De la défense de la démocratie. Donc il y a toujours un intérêt économique derrière. D'ailleurs, je me tourne vers vous, M. Rachel, pour parler d'un élément en particulier qui a marqué cette tension qui s'est installée ces dernières semaines au Proche-Orient. C'est ce déplacement militaire américain au niveau de la Méditerranée, c'est-à-dire les 2 porte-avions américains qui se sont déplacés. Est-ce que les États-Unis aujourd'hui, avec la présence de ces porte-avions, on sait déjà que les États-Unis sont présents militairement dans plusieurs pays, notamment dans le pays du Golfe, avec des bases militaires installées, mais il y avait cette nécessité de déplacer encore 2 porte-avions. Qu'est-ce que cherchent les Américains? Est-ce qu'ils redoutent une perte d'influence dans la région et ils ont besoin de combler ça avec une présence militaire physique sur place? Tout à fait. Parce qu'effectivement, les États-Unis d'Amérique ne veulent pas perdre leur influence au niveau du Moyen-Orient, d'autant plus qu'avec le conflit russo-ukrainien et leur concentration sur ce conflit a permis quand même à certaines puissances asiatiques d'émerger davantage en termes d'influence géopolitique. L'influence économique existait bien avant. Mais justement, on a vu un peu les actions diplomatiques et politiques de la Chine, parce que la Chine avant, elle ne jouait pas sur ce terrain. C'était purement économique. C'était purement économique, oui. Mais ces dernières années, on a constaté que la Chine est là pour aussi faire des arbitrages et des médiations politiques. Mais est-ce que les 2 ne peuvent pas marcher ensemble? C'est ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire que l'intérêt économique et géopolitique vont forcément ensemble. Bien sûr. Parce que la Chine n'avait pas le choix, il fallait qu'elle s'impose aussi de manière géopolitique. On ne peut pas analyser les choses d'une manière parcellaire. Il y a un contexte, il y a aussi une historicité, il y a une évolution. Donc les événements n'ont pas commencé réellement le 7 octobre. Bien avant, il y a un cumul d'événements et de jeux géopolitiques. Et là, donc, maintenant, le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient constitue aujourd'hui, et bien avant aussi, un enjeu géopolitique et géoéconomique très important. Mais aujourd'hui, justement, il y a davantage d'intérêt à cet espace moyen-oriental. Pourquoi? Parce que nous sommes aussi dans une nouvelle démarche de certaines puissances émergentes qui veulent constituer ou bien qui veulent transformer les rapports des relations économiques et politiques mondiales en instituant un monde multipolaire. Donc à partir de là, le Moyen-Orient devient un intérêt stratégique et un enjeu. Est-ce que ce Moyen-Orient va basculer à l'Est? S'il bascule à l'Est, donc cela veut dire que les États-Unis d'Amérique vont perdre leur influence. Et pas seulement l'influence géopolitique, mais aussi 40% des réserves de gaz et de réserves pétrolières. Et c'est le réservoir. Même, il y a des études qui soulignent qu'à partir de 2030, le seul bassin permettant réellement d'assumer ou bien d'assurer l'approvisionnement énergétique gaz et pétrole, c'est le Moyen-Orient. C'est proche Moyen-Orient. Donc, le Middle East, donc l'Irak, surtout l'Arabie Saoudite. Donc c'est des pays qui ont beaucoup de ressources. Oui. Donc il y a ça. Donc la Chine, parce que la Chine, il joue aussi son intérêt. La Chine, s'il veut continuer en quelque sorte son processus de développement et réaliser son cap. Son cap, c'est de déclasser économiquement les États-Unis d'Amérique d'ici 2035. En tout cas, ils se sont fixés officiellement 2049, c'est-à-dire de date de référence pour arriver à la première puissance politique, économique, technologique mondiale. Mais là, il faut souligner que la Chine achète 56%. En 2022, la Chine a acheté 56% du pétrole du Moyen-Orient. Donc c'est le premier client du Moyen-Orient. Donc le Moyen-Orient est stratégique pour la Chine s'il veut continuer son industrie, son émergence et aussi, bien sûr,
quand on fait des investissements importants, des infrastructures, donc comme vous l'avez bien souligné dans votre introduction, donc il y a aussi les routes qui accompagnent ces investissements. Et la Chine maintenant également, elle a beaucoup d'intérêt avec cet espace aussi qui s'appelle, donc c'est un peu c'est la mer, parce qu'il y a des enjeux très importants dans l'Indo-Pacifique par rapport à Taïwan, etc., mais aussi la mer Rouge, la Méditerranée orientale, et aussi avec la Palestine. Avec la Palestine. Alors, je vous ai posé la question par rapport, bien sûr, à l'implication des États-Unis, mais il n'y a pas seulement les États-Unis, il y a bien sûr les pays européens qui représentent, bien sûr, l'autre partie de cette partie occidentale. Alors, il y a un alignement, on l'a vu, des pays européens, notamment les pays du G7, pour rester un peu dans la circonstance économique. Alors, c'est un alignement qui tranche avec une position d'habitude beaucoup plus tempérée sur le conflit, notamment au Proche-Orient. Cette fois, c'est un alignement clair. La partie occidentale est alignée sur la même logique. Monsieur Preur, selon vous, est-ce que l'avenir économique de l'Europe dépend aussi de ce conflit et ce n'est pas seulement une question d'influence par rapport aux États-Unis, les pays européens sont pleinement touchés par ce conflit aussi? Ce qui explique un peu le positionnement politique assez brutal qu'on a vu ces dernières semaines dans les médias, notamment de plusieurs dirigeants européens. En fait, l'Europe est assise sur un volcan. Elle est assise sur un volcan. Elle est dans une situation de précarité énergétique totale. Depuis la crise avec l'Ukraine? Depuis la crise ukrainienne, en fait, elle avait sous-estimé ses vulnérabilités et sous-estimé en même temps la capacité de résilience de l'économie russe. De sorte que 170 milliards de mètres cubes de gaz ont disparu brutalement, 4,5 millions de barils par jour de pétrole et de produits raffinés. Dans l'immédiat, l'Europe n'est pas en mesure de trouver des substituts, quel que soit quelle que soit la bonne volonté des sources gazières potentielles dans l'Algérie. Parce c'est une industrie qui demande du temps. Et cette crise qui survient au Moyen-Orient et qui est inquiétante, parce que non pas par compassion, on n'en est pas là pour quelques pays européens que ce soit, mais elle est inquiétante parce que l'économie mondiale est dans une situation de fragilité inédite. On est relevé de l'époque Covid. On est dans une situation semblable à la situation avant la crise de 1929. C'est-à-dire que les banques américaines, la Federal Bank américaine augmente ses taux directeurs à 5% pour contenir l'inflation, mais en même temps, elle met en difficulté le système bancaire, les banques primaires américaines. La Banque européenne fait la même chose. Et avec une inflation qui est structurelle et dont une part est exogène, qui vient de l'énergie. Hein. Mais c'est une inflation qui est structurelle. Le monde occidental n'est pas encore revenu de la crise de 2008, qui a été aggravée avec la crise du Covid. Le surendettement des États. Les États-Unis, 33 000 milliards de dollars. La France, 3 300 milliards d'euros, avec un endettement qui fait 112 ou 115% du PIB. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment de panique. On est en situation inédite. C'est pour ça que tout à l'heure, en marge, vous avez posé la question sur cette fameuse prévision de 157 $ le baril dans une hypothèse de... C'est la Banque mondiale qui a annoncé ce chiffre. La Banque mondiale, oui.
Mais en fait, l'économie mondiale, je ne pense pas qu'elle soit en mesure de supporter un prix à 110 $ le baril, 120 $ le baril. Survient cette crise au Moyen-Orient. Ça tombe mal. Qui tombe au plus mal. Donc les États-Unis viennent avec leur flotte militaire, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire tuer des Palestiniens, c'est déjà fait, ça se fait à une échelle industrielle. Oui. C'est un génocide, comme vous avez dit. Donc c'est une situation, c'est un enchaînement chaotique. Monsieur Faure, la question est simple. Est-ce que les États-Unis, aujourd'hui, devant ce que vous êtes en train de dire, avec cette frilosité économique, est-ce que les États-Unis, on connaît l'histoire des Américains, quand ça va mal, on va en guerre. Est-ce que vous pensez que le scénario à l'irakienne va se répéter encore une fois cette fois? D'abord, il faut appeler un chat. Aucune guerre asymétrique, la guerre du faible contre le fort, n'a jamais été remportée par le fort. Il y a d'autres belligérants. Les États-Unis tentent de désigner d'autres coupables. Donc, il est impossible. Je ne vois pas, techniquement, je ne vois pas, parce que dans la guerre asymétrique, le faible va projeter le théâtre d'opération réel où il est en infériorité, donc le champ de bataille, il le projette dans un théâtre d'opération virtuel où il est à son avantage, la communication. Le premier principe de la guerre asymétrique. Le second, c'est que le faible n'attaque pas une partie du système du fort. Il ne cherche pas à conquérir du territoire. Il frappe le système du fort de telle sorte qu'il l'empêche de fonctionner. Et donc c'était le cas pour ce qui est de la guerre d'Algérie, qui a été remportée par le FLN militairement. Parce que c'était une guerre de type asymétrique, et celle-ci est une guerre de type asymétrique. Donc le rouleau compresseur, comme on veut nous le faire croire, des troupes sionistes, n'aboutirait qu'à complexifier davantage le conflit, qui est déjà multidimensionnel. C'est-à-dire que, y compris les pays arabes qui se sont compromis avec l'entité sioniste, leur situation devient de plus en plus délicate parce que les opinions publiques sont là, y compris les opinions publiques dans le monde occidental. Nous voyons des manifestations, pas seulement musulmanes, des hommes et des femmes tout à fait normaux n'acceptent pas. Et donc, les États-Unis ne peuvent pas, l'issue militaire, est important. Écraser le Hamas, et je doute qu'on puisse l'écraser, parce qu'il s'est organisé avec ses tunnels, avec son potentiel militaire. Ces tunnels lui permettent de remplacer des forces aéroportées, c'est-à-dire qu'il n'a pas besoin d'hélicoptères. C'est un autre type de guerre qui pourrait mener... Et d'un autre côté, le combat rapproché, avec les blindés sont en difficulté dans le combat rapproché. Oui. Donc la configuration tactique de cette guerre ne me semble pas à l'avantage ni des troupes sionistes, ni même des Américains. Monsieur Kaoubi, j'aimerais avoir votre avis sur cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, les États-Unis, on le sait, les chiffres ne mentent pas, ça va mal au niveau de l'économie américaine, c'est pas très équilibré. Est-ce qu'aujourd'hui, les États-Unis gagneraient à enclencher ou alors à peut-être amplifier un conflit qui est déjà très délicat, très compliqué dans la région du Moyen-Orient? Moi, je ne pense pas que les États-Unis ont intérêt à aller à l'affrontement. C'est-à-dire, si vous me permettez, même le président américain, il a répété à plusieurs reprises, la présence militaire est juste là pour contenir. Moi, je dirais pour dissuader. Pour dissuader. Au contraire. Parce que la rapidité en matière de réaction a envoyé les 2 porte-avions, qui ont été envoyés, pour le rappeler, dans les 24 heures qui ont suivi C'était très rapide, les opérations. Oui. Tout à fait. Donc, pour objectif de contenir la réaction de certains pays qui sont censés réagir au profit, en solidarité avec les Palestiniens. Et je parle plus particulièrement de l'Iran. Ce qui aurait rapidement, donc sur le court terme, un effet
sur les prix du pétrole sur les marchés internationaux et qui risquerait de compliquer et entraîner d'autres pays à une logique de solidarité avec les Palestiniens. Donc, la part de l'armée ou de l'armement dans le budget américain est tellement importante qu'elle a un rôle sur le plan stratégique d'assurer cette supériorité aux États-Unis par rapport aux autres pays en les dissuadant à agir autrement. Mais en réalité, la guerre, c'est entre les États-Unis et la Chine. C'est ça. La guerre a démarré bien avant. Elle a pris un aspect commercial que les États-Unis ont essayé et ont pensé maîtriser. Le rapprochement de la Russie avec la Chine a donné une autre dimension à ce conflit qui ne devient plus un conflit entre deux pays uniquement, mais entre deux pôles. Et dans l'avenir, l'économie mondiale ne sera plus l'émanation de pays, mais ça sera l'émanation de groupements d'intérêts et où les logiques sont partagées et où les intérêts passent avant tout. L'affaiblissement de l'Europe actuellement. Les États-Unis, à mon sens, ont tout intérêt à ce que l'Europe soit des suivistes aux décisions américaines. On l'a vu dans le conflit russo-ukrainien. Il n'y a plus d'Europe en matière de décision, en termes de centre de décision autonome. La fragilité économique, budgétaire, l'impasse pratiquement politique, doctrinale, idéologique dont se retrouve l'Europe. Il faut rappeler que les partis populistes sont actuellement à la tête de pratiquement 70% des États de l'Union européenne. Parce qu'il y a l'échec... Avec une absence de convergence d'idées et d'avenir. L'Europe a perdu son poids sur le plan économique à l'échelle internationale. L'Europe représentait plus de 16% du produit mondial brut, alors qu'aujourd'hui ce n'est que 12%. Les États-Unis sont en train d'entraîner l'Europe dans un bateau qui s'appellera l'impérialisme ou le néo-capitalisme qui a pour idéologie de restaurer cette vision unilatérale, unité de commandement, c'est les États-Unis qui commandent et l'Europe suivra. En termes d'espace, les États-Unis auront un autre espace aussi important qui est l'Europe. Est-ce qu'ils vont y arriver? En termes de population, est-ce qu'ils ont les moyens de le faire? Ce qu'on est en train de vivre actuellement atteste de l'affaiblissement de l'entité européenne comme centre autonome indépendant qui a une vision indépendante des États-Unis, ce qui était le projet de Mitterrand et de l'Allemagne. Donc l'euro en tant que création devait contrecarrer et restaurer cette indépendance et d'autonomie. Actuellement, on n'est pas du tout dans cette configuration. Au contraire, on veut avoir l'Occident en face d'un Orient constitué de la Russie et de la Chine. Et vous me tendez la perche. Voilà. Vous me tendez la perche justement pour parler de l'Orient et de parler d'un événement économique, le dernier événement économique important qui s'est déroulé en août dernier, c'était en Afrique du Sud. Si vous me permettez, c'était la réunion des BRICS. Alors les BRICS, il y a eu une décision importante qui a marqué cette réunion pour cette fois, avec l'adhésion de plusieurs nouveaux pays. On s'intéresse bien sûr à 3 pays en particulier, c'est l'Arabie Saoudite, l'Iran et surtout l'Égypte. Alors l'Égypte, c'est un pays qui fait son entrée aux BRICS. L'Égypte, il faut déjà définir le positionnement et l'intérêt géostratégique de l'Égypte dans cette équation des routes de la soie. On en parlait tout à l'heure. Est-ce que cela a pu agacer un peu les Américains et les Occidentaux en général, M. Hachir? Oui, justement, parce que l'Égypte... Pourquoi l'Égypte en particulier? L'Égypte, d'abord, sur le plan géopolitique et géoéconomique, et les stratégiques, le canal de Suez, mais aussi c'est un pays qui joue à la fois en Afrique et au Moyen-Orient. Et aussi le siège de la Ligue arabe, il est en Égypte. Donc sur le plan aussi de la tradition géopolitique, l'Égypte compte beaucoup. Et ces dernières années, des investissements très importants dans la Chine ont été réalisés en Égypte.
Et l'Égypte maintenant, avec les BRICS, donc, constitue en quelque sorte un appui au basculement du Moyen-Orient vers l'Est. Et lorsqu'on parle de l'Est, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le Sud global, ou bien les Sud globales, parce qu'on peut en parler de plusieurs. Mais c'est toute une logique des Sud globales qui font opposition à l'Occident traditionnel, par rapport justement à cette transformation de l'équation économique et politique mondiale pour asseoir une multipolarité. Et l'Égypte veut jouer un rôle justement dans ce jeu, mais l'Égypte a été étranglée par la dette. Elle a 163 milliards de dollars de dette extérieure. Mais aussi, il y a la menace un peu par rapport au canal de Suez. Vous savez qu'on prépare même un projet alternatif. On en parle dans un canal. instant, justement, et puis, sur le canal. Et les BRICS ont agi intelligemment quand ils ont intégré l'Éthiopie et l'Égypte. Pourquoi? Parce que la Chine veut faire encore l'arbitrage et la médiation entre ces deux pays. Parce qu'il y a la Corne africaine, l'Éthiopie, et il y a le barrage, et il y a l'Égypte. Le barrage de la Renaissance. Donc, si on prend toute cette partie-là, les BRICS, bien entendu, on peut toujours parler du maillon faible qui est l'Inde, qui est dans une autre logique de multi-alignement, pas du non-alignement. Donc, ils sont dans le multi-alignement. Donc, l'Égypte reste toujours dans la Méditerranée orientale, canal de Suez, la mer Rouge, donc toute cette partie-là, avec la profondeur du Soudan et l'Éthiopie, comme une zone stratégique. Et cette zone-là, il faut l'annexer à la stratégie, à la géopolitique du Moyen-Orient, et même le prolongement vers l'Indo-Pacifique. Et c'est cette région-là qui est aujourd'hui très très sensible et qui connaît actuellement le jeu de l'échiquier mondial. Et c'est là où se jouent justement ces guerres. D'ailleurs, si je reviens juste à votre question que vous avez posée à mes collègues, par rapport aux États-Unis, les États-Unis ils ont un budget annuel de guerre, enfin de l'armée, de 800 milliards de dollars. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec les 800 milliards de dollars? Il faut bien les rentabiliser. Il faut les consommer et les rentabiliser. Il faut les rentabiliser. Et si on analyse un peu les éléments de langage, que ce soit des analystes occidentaux et même des médias occidentaux, juste après le 7 octobre, on parlait du 11 septembre, d'un deuxième 11 septembre. Cela veut dire quoi? Oui. Que la question ne concerne pas seulement l'entité sioniste, mais elle concerne aussi l'Occident. L'Occident. Ils se sont appropriés le... Et puis maintenant, ça parle des éléments de langage, c'est du bien contre le mal, c'est toujours l'axe du mal, c'est la fameuse phrase les fameuses phrases, etc. Oui. Donc, je crois que les États-Unis d'Amérique, ils sont dans une logique de guerre, mais avec du soft power, avec des moyens, disons... Conjoncturels peut-être, pour le moment. Et les Américains, enfin je parle des États-Unis, dans leur stratégie de guerre, ils utilisent ce qu'on a, et c'est un nouveau concept d'ailleurs qu'ils ont un peu développé, les guerres nécessaires. C'est-à-dire il y a des guerres nécessaires, et ces guerres nécessaires se font comment? Par procuration. Et qui fait maintenant les massacres par procuration? Et avec l'aide. Et il y a même le budget qui a été voté aux États-Unis pour aider l'entité sioniste. Donc, c'est une guerre aussi par procuration au compte de l'Occident. Et quand ces sionistes parlent d'un jeu d'existence de l'État sioniste, cela veut dire aussi qu'il s'agit même d'un jeu d'existence de l'influence occidentale. Donc il faut c'est-à-dire lire entre les lignes, comme on dit. Il s'agit d'une guerre, je dirais, qui est globale. Alors, messieurs, si vous me permettez, on parle d'un sujet particulier qui concerne bien sûr l'économie et les retombées de ce conflit sur l'économie mondiale. Alors on dit que celui qui contrôle la mer contrôle le monde. C'est un vieux dicton qu'avaient utilisé donc les économistes à travers le monde. Alors les corridors de transport maritime sont très importants. L'Égypte, bien sûr, gère l'un de ces corridors. Il s'agit du canal de Suez. Il y a aussi le canal de Panama, également dans le continent américain.
J'aimerais qu'on parle de ce passage, bien sûr, que les sionistes veulent déterrer. C'est un vieux projet qui date de plus d'une centaine d'années. Le canal de Ben Gourion, si notre rédacteur en chef, Abdelhalim Yaïch, peut nous diffuser les images, c'est un vieux projet qui vient d'être déterré il y a quelques années déjà. On parle de ce canal qui pourrait être un canal concurrent. Vous voyez donc ce canal qui est tracé à partir du golfe de Aqaba et qui traverse le désert pour ensuite se retrouver en pleine Méditerranée. Donc c'est un canal parallèle au canal de Suez qui représente une forme d'alternative donc à ce que l'Égypte est en train de gérer maintenant en matière de transport maritime. Vous voyez la bande de Raza, le canal qui débouche directement juste à côté de la bande de Raza, d'où l'intérêt grandissant autour de cette bande. Monsieur Preur, votre avis sur ce canal qu'on appelle le canal de Ben Gourion? Est-ce que ce canal qui est pensé par l'entité sioniste et qui voudrait un rééquilibrage en matière de transport maritime, si ce n'est tuer le canal de Suez, votre avis là-dessus? Est-ce que ce canal est viable? Est-ce qu'il peut être réalisé ou non? Ou c'est juste une utopie? Je vais vous répondre, mais je voudrais que vous me donniez l'occasion de parler des BRICS tout à l'heure, si ça ne vous dérange pas. Allez. En fait, ce canal israélien, en fait, qui va mobiliser 16 milliards de dollars remboursables en 30 ans. C'est des financements américains? 3 banques américaines avec un taux d'intérêt de 1%. Bon, tout ça, ça me semble assez compliqué. Pourquoi? Ok. D'abord, un banquier n'a de compte à rendre qu'à son conseil d'administration. Donc, fût-il américain et fût-il un soutien de l'entité sioniste, il faut que dans 30 ans, ce projet puisse se rembourser et permettre aux banques de réaliser un bénéfice. Ce qui, alors même que le projet est frappé de lourdes incertitudes, notamment géopolitiques. D'accord. L'Arabie Saoudite, le président égyptien a cédé à l'Arabie Saoudite les 2 îles à l'entrée du On appellera les îles de Tartan et de Saint-Nefis, c'est ça. D'un autre côté, les Émirats arabes unis ont convenu avec l'entité sioniste la réalisation d'un oléoduc qui viendrait depuis l'Arabie Saoudite jusqu'à ce port d'Eilat qui semble promis à un grand destin. Déjà, cet oléoduc est déjà une réalité. Le projet d'oléoduc va permettre aux pétroliers qui passaient par le détroit d'Ormuz et ensuite par le détroit de Bab el-Mandeb à l'entrée de la mer Rouge où il y a les Houthis et ensuite par le canal de Suez, il leur permet d'éviter ces zones d'instabilité et donc de déboucher d'embarquer du pétrole directement depuis les côtes méditerranéennes de l'entité sioniste. Déjà, ce projet me semble une réalité potentielle. Quant au projet comment dirais-je, canal sioniste, de canal, j'hésite à croire que les banquiers s'y risqueront dans ce projet. S'y risqueront. D'autant que l'Égypte a déjà, en inaugurant en 2015 l'extension du canal de Suez, déjà, parce que c'est un vieux projet qui date de 2012, qui a été rejeté par le système politique de sioniste et qui revient encore. Je pense que c'est un... Donc pour vous, ce n'est pas faisable. C'est un projet difficile à réaliser. Il me semble, et surtout dans le contexte de complexification de la géopolitique du Moyen-Orient. Je ne vois pas
ce projet se réaliser. Je ne vois pas ni la Chine ni l'Inde s'engager, engager l'avenir de leurs porte-containers géants, etc., dans une affaire pareille. Monsieur Kaoui, votre avis sur la question, faisable ou non? Moi, je penserais un petit peu autrement que M. Frère, pour dire que le projet intégré dans le couloir logistique qui prend une autre dimension et trouve ses justifications. Annoncé en septembre par le G20, donc la proposition a donné lieu même à la signature d'un accord. Un accord parce que les Européens, aussi bien que les États-Unis, doivent d'une manière ou d'une autre se positionner dans un espace qui est important pour le commerce international en vue d'accroître leur position concurrentielle. Ils n'ont pas vu les choses venir de la part de la Chine par rapport à la route de la soie, mais pas uniquement de la Chine, même la Russie est en train de réaliser des infrastructures importantes en termes de transport ferroviaire pour créer des corridors dans l'Asie centrale et en allant jusqu'à l'Iran. La même chose est en train d'être réalisée par la réalisation de gazoducs permettant donc d'acheminer le gaz russe en Chine. Les Occidentaux se trouvent dans une situation un peu embarrassante. Rattraper le retard, parce que la logistique constitue un élément important en matière de compétitivité internationale. Le problème des États-Unis aujourd'hui, c'est quoi? Au même titre que l'Europe, c'est que les États-Unis et l'Europe ont perdu énormément en matière de productivité et de compétitivité par rapport à la Chine. Et si la situation perdure avec une route de la soie et d'autres infrastructures routières qui permettraient d'accroître la position concurrentielle de l'autre pôle et d'aligner surtout d'autres pays dans le monde de l'Orient. Donc le Moyen-Orient pourrait basculer dans cette proposition. D'ailleurs, comment expliquer à ce que les BRICS invitent les Émirats, l'Arabie Saoudite et l'Iran pour intégrer les BRICS au mois de juillet, de août, comme vous l'avez dit, le mois de septembre, la proposition des États-Unis pour le projet du couloir logistique qui a reçu l'aval, il faut le rappeler, de l'Inde, membre du BRICS, de l'Arabie Saoudite, nouveau membre du BRICS, et des Émirats. Encore une fois, membre du BRICS. Donc vous voyez les enjeux, au-delà de la rentabilité purement financière ou économique. Oui. Il y a une autre dimension qui tient du rapport et du conflit entre les deux pôles. Très bien. Monsieur Achir, le canal de Ben Gourion, je reviens dessus, car c'est un projet, peut-être aujourd'hui on a du mal à y croire, parce que sa réalisation demeure très difficile, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, avec tous les foyers de tension sur place. Est-ce que c'est un projet viable? Est-ce que les Israéliens, est-ce que l'entité sioniste continuera dans ce projet, ou alors c'est juste du bluff? Déjà, historiquement, on parle d'un projet qui remonte à 1850. Donc c'est un ancien projet et il a été réactualisé déjà comme projet les années 60. Après, il revient en 2021. 2021, ça a été déjà avec des études, etc., avec des projections de montage financier, de financement des banques, etc. Maintenant, on a les signaux qui confirment que ce projet est en voie de réalisation. Ou bien, c'est des signaux qui nous confirment, ou bien qui corroborent un peu cette volonté de le réaliser. Quand on demande aux Palestiniens de Gaza de quitter Gaza c'est curieux, hein, cette annonce. Oui, mais carrément de les déplacer
au Sahara de Sinaï. Oui. Et on met même la pression sur l'Égypte. Il y a eu la réponse même du président égyptien Sisi, qui refusait que le déplacement des Donc c'est une populations. épuration ethnique, on vide le Effectivement. territoire. Ils veulent Pour en libérer faire le quoi? territoire, ce qu'on a le couloir. On utilise ça dans le Il ne s'agit pas seulement d'implanter des colonies juives. C'est-à-dire si demain d'infrastructures. ils récupéraient la bande de Après, Gaza. Effectivement, et puis ce canal, il n'y a pas que le transport. D'abord, c'est un canal qui va être alternatif, mais aussi qui va permettre aux grands navires de circuler en aller-retour, etc., avec des grands projets d'investissement touristique tout au long de ce canal. Et il y aura même une connexion vers la mer Morte. Donc il y a tout un grand projet qui est déjà tracé. Et donc, ce canal aussi va se greffer à un projet stratégique que préparent les sionistes, c'est de faire de ce littoral de Gaza, tout le littoral, comme le couloir stratégique du commerce international de la Méditerranée orientale. D'ailleurs, le port de Rafah, qui est actuellement concurrentiel par rapport au transport maritime, alors qu'avant c'était le port, c'était Tartus qui était de la Syrie, qui était aussi plus dynamique, etc. Donc toute cette zone-là, qui est connectée bien sûr à la mer Rouge, via le canal de Suez, suscite maintenant l'attention des Américains aussi. Parce que c'est tout un commerce important qui est là, qui a besoin d'être sécurisé. C'est pour cette raison que les Américains, les États-Unis d'Amérique, ne veulent pas quitter le Moyen-Orient. Et ils ont combien de bases militaires d'ailleurs qui sont encore là au Moyen-Orient. Parce qu'il y a ces enjeux, d'abord de contrôle des sources énergétiques, de contrôle aussi des corridors de transport, mais surtout des ports aussi. Le contrôle des ports, c'est stratégique. Donc je pense ce genre de projet, c'est vrai que éventuellement, si on les analyse techniquement, peut-être qu'on va dire que ça nécessitera encore du temps, mais c'est des projets réalistes. C'est un projet qui est en route. C'est un projet en route qui est, c'est-à-dire qui est encastré dans le projet global. C'est-à-dire que ce sont des projections sur le long terme, mais qui Sur le long terme. sont potentiellement réalisables. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi le contrôle de cette zone-là, de la Méditerranée orientale, des canaux, des corridors, etc., cadre avec c'est-à-dire la connexion, la connectivité du Moyen-Orient avec l'Europe. Et on a connu déjà une guerre par rapport au gazoduc, c'est-à-dire qui devait relier l'Europe. Donc c'est géopolitique, c'est géostratégique, et c'est vrai que c'est des enjeux actuellement qui sont cachés. Parce qu'on voit plus de... On a du mal à visualiser un peu. C'est pas facile, oui, ça reste oui. un peu caché, mais c'est des enjeux qui sont là, qui sont réels, et parfois c'est des objectifs qui sont visés réellement par ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient. Très bien. Alors, si vous me permettez, il ne nous reste pas beaucoup de minutes. Si vous permettez, on termine sur une question qui concerne les sources d'énergie. On n'en a pas parlé durant cette émission. Alors, le gaz naturel dans la Méditerranée orientale, M. Preur, c'est des réserves immenses. C'est une véritable guerre de qui va s'approprier cette ressource et comment il va l'approprier et surtout comment il va l'acheminer. Ça pourrait être aussi un enjeu, si ce n'est le principal enjeu, de ces tensions géopolitiques et même qui éclatent parfois en des foyers de tensions militaires dans la région. Bon, c'est un niveau de réserve qui ne justifie pas une guerre mondiale. Il faut appeler les choses par leur nom. Hein. Donc les gisements de Tamar, dans le Léviathan, etc., c'est autour de 700 milliards de mètres cubes. Pour rappel, les réserves mondiales, c'est 200 000 milliards de mètres cubes. OK. Les Déjà, on a une idée sur c'est de 2300 milliards de mètres cubes. Bon, au niveau au large, à une trentaine de kilomètres de Raza, il y a une trentaine de milliards de mètres cubes de gaz. Le problème, c'est que
L'antiterrorisme ne veut pas que les Palestiniens en tirent avantage. Et bon, tout ça, c'est un potentiel. Il y a effectivement entre Chypre, le Liban et la Turquie, la Grèce la aussi. Turquie, l'entité sioniste. Il y a des avec le Liban, ils ont réussi à se mettre d'accord sur les frontières. Mais on ne peut pas dire que par rapport au niveau des réserves iraniennes, qatari, c'est là où ça se passe, d'accord. Donc je persiste à dire, par exemple, que un oléoduc qui joindrait l'Arabie Saoudite aux côtes méditerranéennes à travers l'entité sioniste est une option lourde, d'accord. Bon, je voudrais aussi dire que les porte-containers américains ne passent pas par la mer Rouge. Ce sont des porte-containers chinois et indiens. D'accord. Que l'Inde fut partisane du projet fumeux. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
fut partisane du projet fumeux, comment il s'appelle, Ben Gourion. Ben Gourion, Oui, peut-être, mais... Vous êtes sceptique? Je suis sceptique. Donc la question qui se pose est une question dès lors qu'on est sûr aujourd'hui, les hydrocarbures c'est 60% 55%, 34% pétrole, 21% gaz. C'est dans un sentier de 55-60 depuis 60 ans. Et d'ici la mi-siècle, ça va être 50% minimum, avec une parité pétrole-gaz. Et donc le Moyen-Orient est encore et sera encore la variable d'ajustement de l'équilibre géopolitique mondial. Et une déflagration du Moyen-Orient, n'oublions pas que l'Arabie Saoudite est dans une phase de succession dynastique, d'accord, que l'Irak est encore en guerre, que les pays Bahreïn, etc., sont des pays que l'Iran est en train de s'imposer comme puissance régionale, voire même nucléaire. Donc il y a de puissantes reconfigurations qui sont en cours et qui, à mon avis, priment sur les caprices de l'entité sioniste qui commence à perdre de son intérêt. N'était-ce les lobbies qui la soutiennent. Je voudrais dire un mot, si vous le permettez, sur la question des BRICS, parce que je ne suis pas en extase devant cette... ce n'est pas l'Union européenne, ce n'est pas l'ALENA, ce n'est pas l'ASEAN, c'est un forum, pas plus. C'est un club. D'accord. Ouais. Et pour mon pays, moi, je souhaite que mon pays ait une réelle doctrine en matière de relations internationales et de relations économiques internationales et vise à devenir un leader de la Méditerranée occidentale. Parce que c'est la première puissance sud de la Méditerranée occidentale. Et donc, le fait que l'Éthiopie et l'Égypte se retrouvent dans ce forum, c'est tant mieux pour eux. Mais les relations internationales sont des relations d'intérêt. Les logiques de meute ne vont pas avec les relations internationales. Ce sont des alliances ponctuelles sur des intérêts. Et entre la Chine et l'Inde, qui sont des puissances quasi belligérantes, à la limite, qui sont en compétition, le Brésil, l'Argentine, qui est un pays qui tire la langue, qui est en difficulté, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Éthiopie et l'Égypte. J'ai pas trop l'impression que c'est une intégration régionale sur laquelle effectivement le Sud global est une belle idée. Mais je pense que notre pays doit viser dans sa doctrine en matière de relations économiques et politiques internationales au leadership, au co-leadership avec une puissance occidentale de la Méditerranée occidentale. Très bien. Monsieur Kaoubi, on termine avec vous et ensuite un dernier mot pour Monsieur Haché sur l'enjeu énergétique dans le Proche-Orient. On a entendu, les réserves ne sont pas très importantes, mais beaucoup de pays s'arrachent un peu cette nouvelle découverte pour essayer de se l'approprier. Vous pensez que ces tractations pourraient engendrer d'autres conflits ou alors cela se réglera de manière beaucoup plus diplomatique, dans des accords peut-être ? En tous les cas, les conflits ont toujours existé et le Moyen-Orient a été toujours l'objet de disputes des grandes puissances, des grandes économies. Actuellement, la problématique, c'est qu'il y a deux pôles. Donc un pôle mené par la Chine et la Russie, avec sa doctrine, qui veut reconfigurer les choses. De l'autre côté, on a les États-Unis et tout le monde capitaliste. Et en l'absence de doctrine des pays du Moyen-Orient, derrière la position de ces pays dans le conflit actuel, atteste de la passivité et du manque de stratégie et de vision par rapport à une décision, alors que la conjoncture leur permet de manœuvrer
du moment où l'opportunité se présente d'une manière extraordinaire. Dans le monde de l'avenir, sans doctrine, sans stratégie claire, je dirais que ni l'Orient, ni les autres pays qu'on qualifie d'émergents ne pourraient être à l'abri de cette dispute entre les deux grands pôles qui seront les deux grands pôles de demain, la Chine et les États-Unis. Merci, M. Kaoubi. M. Achir, un dernier mot sur la crise actuelle au Moyen-Orient. Est-ce que nous allons vers peut-être un cheminement plus vers, comment dire, un cheminement qui va aller vers l'aplanissement ou alors l'exacerbation, votre avis, surtout avec l'enjeu énergétique aussi dans cette région? Oui, je pense avec l'affaiblissement déjà des organisations multilatérales, y compris l'Organisation des Nations Unies, qui n'a plus l'influence, qui ne peut plus faire dans l'arbitrage. Et d'ailleurs, on a vu les décisions du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale de l'ONU. Il y a aussi cette émergence de plusieurs Suds, parce qu'il y a des contradictions. Le Sud global, c'est au pluriel. Et cet enjeu qui est au Moyen-Orient, l'enjeu de l'Ukraine, il ne faut pas l'oublier aussi. Il y a toute cette partie euro-asiatique qui est connectée maintenant au Moyen-Orient, qui va être connectée aussi en Syrie, par l'Irak, la Syrie, la Turquie. Donc il y a une véritable concurrence. On a vu même des pays de l'OTAN maintenant, comme la Turquie par exemple, qui est membre de l'OTAN, mais qui essaye d'avoir des positions souveraines par rapport au consensus de l'OTAN, dans certaines positions. Donc on est en pleine transition. Le monde est en pleine transition. C'est un monde qui va se transformer. C'est vrai qu'on ne peut pas s'attendre d'ici à moyen terme d'une transformation radicale, mais il est en transformation. Et il y a des puissances émergentes qui s'affirment actuellement, qui veulent jouer un rôle très important. Et d'ailleurs, juste on termine, puisqu'on a commencé avec la Chine aussi. Enfin, on a commencé avec le conflit sur Gaza. Avec même la Chine comme centre. Donc, si on remarque, même les déclarations du ministre des Affaires étrangères chinois par rapport à Gaza, par rapport à la Palestine, c'est des déclarations déterminées. Alors que la Chine était relativement dans la neutralité par rapport à la question de l'Ukraine. Cela démontre que la Palestine, le Moyen-Orient est actuellement au centre de ces jeux et de ces considérations géopolitiques et géoéconomiques et qui risquent malheureusement de passer vers, c'est-à-dire de régionaliser le conflit, et cela va être une grande incertitude pour la stabilité mondiale. On ne l'espère pas. On n'espère pas, bien sûr. Merci M. Achir. J'espère que nous avons réussi à apporter quelques réponses avec nos invités ce soir à propos de cette thématique Gaza, avec tout ce que cache ce conflit et ce génocide, je le répète encore une fois, cette épuration ethnique. Rabbi yarham tous les shuhada palestiniens qui continuent à subir cette agression barbare de l'État sioniste. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Je vous représente mes invités qui nous ont accompagnés cette soirée. Monsieur Mourad Preur, expert international en énergie. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Mahfoud Kaoubi, analyste politique et économique. Et puis enfin également Monsieur Mohamed Achir, notre spécialiste économique de Canal Algérie. Merci à vous, messieurs, d'avoir éclairé l'opinion publique sur cette question importante. Et je vous souhaite une excellente soirée et un prochain rendez-vous économique.